Si on raisonne argent, on se rend compte que l'argent ne reflète pas du tout cette affaire-là. Si je paye quelqu'un qui me transforme le monde au SMIC, selon qu'il utilise ses bras ou ses jambes, le kilowattheure de transformation du monde va me coûter de quelques centaines à quelques milliers d'euros, pendant qu'en face, la machine me rend le même service pour un coût marginal de quelques dizaines de centimes, c'est-à-dire quelques centaines à quelques milliers de fois moins. Donc la raison pour laquelle l'esclavagisme a disparu en Occident, c'est pas parce que tout d'un coup nous sommes devenus bons, d'accord ? Tout d'un coup, tous les Occidentaux ont lu Rousseau, ils se sont dit « Ah, nous sommes bons !» Fin des esclaves. Pas du tout. On n'est ni pire ni meilleur que nos ancêtres il y a 2 siècles. On est exactement les mêmes, avec le même code génétique, n'en déplaise à Laurent Alexandre. Par contre, nous n'avons strictement aucune raison de recourir à quelque chose qui est considérablement moins efficace que la machine, qui, au surplus, jusqu'à une époque récente, parce que c'est en train de changer un peu, était vu comme quelque chose de parfaitement moral et positif. Donc on n'a aucune raison de ne pas le faire, et c'est ça qu'on fait. Donc recourir à l'énergie, c'est recourir aux machines, et c'est recourir à des entités qui ont une capacité de transformation du monde considérablement supérieure à la nôtre. Alors question, ce que je suis en train de vous dire, pourquoi est-ce que le monde économique que nous avons l'habitude de manipuler ne reflète pas ce que je viens d'évoquer, qui relève de l'observation physique toute bête? Eh bien la raison, la voici. Il y a 2 siècles, l'économie, l'école d'économie naissante, qu'on appelle aujourd'hui l'économie classique, vous dit, quand on va s'intéresser à l'économie, c'est-à-dire à la production, on va s'intéresser à ce qui est limitant pour la production. Bon, ce qui est limitant, c'est ce qui dépend des hommes, le reste, c'est pas la peine de s'en occuper. À ce moment-là, les économistes modélisent le système comme suit. Ils vous disent, on a un système productif. Les 2 facteurs limitants, donc les 2 qui pilotent la production, c'est le capital et le travail humain. Et si vous avez du capital et du travail, hop, Beneteau fait de bonnes affaires et le supermarché est rempli. Voilà, ça suffit. Dit autrement, pour avoir tout ce qui remplit le supermarché, il suffit que j'ai des gens au travail et des banquiers compétissants. Alors là-dessus, l'ingénieur que vous êtes et que je suis arrive en disant « monsieur, madame, tous les éléments du tableau de Mendeleïev là, qui sont contenus dans mes objets à droite, j'ai bien été obligé de les prendre quelque part. » Donc là, je vous fais apparaître 2 autres facteurs limitants potentiels de l'activité humaine, les ressources transformables et la capacité à les transformer via le parc de machines. Le capital existe bien, donc le travail existe bien dans cette représentation. Il est là, c'est la capacité à transformer, mais il n'est pas limité aux hommes. Le capital existe bien également dans cette représentation. C'est juste des ressources qu'on a utilisées pour faire des biens qui ne se détruisent pas quand on s'en sert. Voilà, mais c'est la seule différence. Sinon, c'est des ressources naturelles transformées comme le reste. Alors là, je vais faire une petite pause parce que je pense qu'il y a eu une énorme faille là dans le raisonnement qu'il vient de nous faire, là, en nous disant que globalement, le capital, eh bien, c'est des ressources naturelles transformées comme les autres qui ne se dégradent pas quand on les utilise. Je suis assez d'accord avec lui. Cependant, les machines qui permettent le travail font partie du capital. Et donc, le capital a bien une influence sur la production, s'il considère que le capital, c'est juste des ressources transformées. A l'inverse, s'il parle de capital financier, il a complètement raison, ce n'est pas la quantité de monnaie que l'on possède qui va limiter la capacité de production des hommes. Si je fais un zoom sur une période plus courte, qui est les 60 dernières années, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez ici une courbe qui est obtenue de la manière suivante. Pour chaque point entre 1965 et 2018, je n'ai pas encore les statistiques pour 2019, j'ai mis sur l'axe horizontal la quantité de croquettes pour machine qu'on utilise, c'est-à-dire le parc de machines en service, et sur l'axe vertical, la contrepartie économique, ce qu'on appelle le PIB, de la production humaine. Eh bien, vous voyez que le meilleur modèle macroéconomique au monde s'appelle une droite. Une droite. C'est simple à comprendre, mais moi j'y arrive. Une droite.
Dit autrement, c'est très très simple. Dis-moi combien de croquettes pour machine tu as, je te dirai combien de machines fonctionnent, et donc je te dirai quelle est ta production. Donc, quand les dirigeants politiques vous disent c'est une affaire, la richesse, le PIB, de taux de prélèvement obligatoire, de je sais pas, bullshit. Le discours d'un débile de droite. Quand vous faites des analyses statistiques dans le monde, il n'y a pas le moindre lien que vous puissiez établir, par exemple, entre la croissance du PIB et le taux de prélèvement obligatoire. Pas le moindre. Les pays scandinaves, qui étaient historiquement des pays avec des taux de prélèvement obligatoire extrêmement élevés, ont eu des taux de croissance extrêmement élevés. Il n'y a pas le moindre lien, ça c'est bullshit intégral. Les taux de prélèvement obligatoire expriment juste la préférence collective pour la part du public dans l'économie. Voilà, c'est ça que ça exprime, le taux de prélèvement obligatoire. Absolument pas le fait que ça va freiner ou pas freiner la production. Aucune espèce d'importance. La Suède a des taux de prélèvement obligatoire extrêmement élevés et un commerce international extrêmement développé. Donc il n'y a pas de lien entre les deux. Par contre, la quantité d'énergie qui rentre dans le pays et le PIB, alors ça oui, il y a un lien direct. Et vous vous en rendez compte avec le graphique que je vous montre maintenant, dans lequel en rouge, vous avez la variation de la quantité de pétrole qui sort de terre chaque année, et en bleu, vous avez la variation du PIB par personne chaque année sur Terre. Eh bien, ce que vous voyez, c'est que le meilleur modèle prédictif que vous ayez aujourd'hui pour l'économie, c'est pas d'aller demander aux économistes de l'OCDE ou du FMI ou de la Banque de France ou de je sais pas qui ce qui va se passer les années qui viennent, c'est de demander aux pétroliers. C'est dur, hein, je vous préviens, parce que les informations ne sont pas publiques, il faut les faire beaucoup boire. Mais c'est de demander aux pétroliers combien de pétrole devrait vraisemblablement sortir des puits dans les années qui viennent. Et là, vous avez votre prévision pour le PIB. Ça marche beaucoup mieux, je vous assure. Aujourd'hui, j'ai pas suffisamment de temps, donc je ne vous le montre pas. Mais j'ai des tas de courbes qui vous montrent comment a évolué la production économique mondiale versus ce qui avait été prévu quelques années auparavant par les économistes. Si vous avez envie de rigoler un grand coup, regardez ça. Si on faisait les avions nantais avec le même genre de modèle, il n'y en aurait pas un qui atterrirait sans tuer tout le monde. Hein? Alors, les ingénieurs qui font ça, on les fout à la porte, et on les traîne en justice. Les économistes qui font ça, on continue à les écouter, continue à les écouter, continue à les écouter. Bon, si on veut. On est bien dans un monde dans lequel, si on est physiquement capable d'extraire plus ou moins de pétrole, à ce moment, on aura une économie qui va répondre en augmentant ou en baissant. Là, ça se rétablit un peu. Macron n'y est pour rien. Tout ce qui se passe en ce moment sur le chômage, c'est les troueurs de sol américains. C'est le fait que l'approvisionnement pétrolier ayant recommencé à augmenter en Europe grâce à la hausse des prix du pétrole et à la frénésie trouante gainsbourgienne de nos amis américains, les croquettes pour machines ont réaugmenté, donc l'emploi a un peu réaugmenté. Macron n'y est absolument pour rien. Et Hollande, sur la fin de son mandat, non plus. Et le jour où ça repartira dans l'autre sens, il y sera pour rien non plus du reste. Hein, l'évolution structurelle de long terme est pilotée par l'énergie, et à très court terme, parce que les gens sont en ville et pas ailleurs, parce que les usines sont là et pas ailleurs, parce qu'on a construit le système comme ceci et pas autrement, et que les gens habitent à 25 bornes de leur emploi et pas ailleurs, à très court terme, on ne peut absolument rien faire pour que le système se comporte différemment. Et en plus de ça, nous allons avoir un petit sujet avec le climat. Laurent Fabius, transformé en commissaire-priseur d'un jour, abattant son joli marteau vert et déclarant l'accord de Paris adopté. On va voir si ça a changé quoi que ce soit. Alors, est-ce que M. Fabius a servi à quelque chose? Malheureusement, non. Vous avez ici la quantité de CO2 dans l'atmosphère depuis... alors, il se trouve que c'est une coïncidence, depuis l'année de ma naissance. Donc au moment où je suis né, il y avait un peu moins de 320 millionièmes de CO2 en volume dans l'atmosphère, et aujourd'hui, il y en a quasiment 420. Et vous voyez sur ce graphique, donc gradué en années, où ont pris place quelques grandes étapes des négociations climat. Vous voyez que ça ne change rien. Donc en fait, les négociations climat ne sont pas des négociations, ce sont des discussions climat. Il n'y a rien à négocier.
Tout simplement parce que dans l'enceinte des Nations Unies, il n'y a rien à négocier, vous ne faites qu'entériner ce que les pays sont déjà prêts à faire. Et l'accord de Paris est un succès parce qu'il formalise simplement le fait que vous entérinez ce que les pays sont prêts à faire. Donc ce que je vous dis là, c'est que ce qui se passe dans cette enceinte onusienne ne changera pas le cours des choses. C'est un non déterminant sur ce qui va se passer plus tard. L'initiative devra venir d'ailleurs. Vous pensez que l'État français a compris ce que ça signifiait? Et là, la réponse est aussi non. Il n'y a pas un ministre et un préfet qui comprennent ce que ça veut dire. Point. Si je fais un tout petit peu de règle de 3 là-dessus, et ça va être presque le mot de la fin, voilà une petite règle de 3 qui permet de comprendre la difficulté de l'exercice et ce que ça implique comme contrepartie. Donc ma règle de 3, elle est basée sur quelque chose de très simple, qui est que les émissions de CO2 sont égales à elles-mêmes. Je divise et je multiplie à droite par l'énergie utilisée par les hommes, par les croquettes énergétiques utilisées par les hommes. Donc là, c'est combien je mets de CO2 dans l'atmosphère, ce qui apparaît là, par croquette énergétique disponible. Je multiplie et je divise par le PIB, dit autrement par la quantité de biens et de services qu'on a à notre disposition. Et donc là, je fais apparaître un facteur qui est de combien de croquettes énergétiques j'ai besoin pour faire une paire de lunettes, une machine à laver ou me déplacer de 10 km. Et enfin, je divise et je multiplie par la population, qui est aussi quelque chose qui existe sur Terre. Donc là, je vais juste faire une petite pause parce que ça peut être un peu abstrait pour certains, mais globalement, ce qu'explique Jean Covici, c'est que la concentration de CO2 dans l'atmosphère, qui va dégrader notre climat, réchauffement climatique, problème, est fonction pour lui uniquement de 4 facteurs, à savoir le premier, c'est la quantité de carbone qu'il y a dans l'énergie, c'est-à-dire le pétrole, ça dégage beaucoup de CO2 quand on le brûle, alors que l'uranium, beaucoup moins, ou les énergies renouvelables, beaucoup moins. Le deuxième facteur, c'est le rendement des machines qu'on utilise, c'est-à-dire que, par exemple, pour dégager tant de watts, un moteur électrique a besoin de moins d'énergie qu'un moteur à essence. La troisième composante, c'est le niveau de vie, c'est-à-dire votre confort, votre pouvoir d'achat, les retraites ou ce genre de choses. Et le quatrième facteur, c'est la population, le nombre d'individus qui existent. Et quand vous multipliez ces 4 éléments, vous avez globalement la quantité de CO2 qu'on rejette dans l'atmosphère. Et pour Jean Covici, comme actuellement on refuse de parler de la population, du nombre d'individus et de leur niveau de vie, on va tout droit à la catastrophe. Et j'en profite également pour vous dire que la seule différence que vous avez entre la sobriété et la pauvreté, telle que je l'enseigne à mes étudiants, c'est que dans les 2 cas de figure, c'est récessif, parce qu'il y a moins de trucs et de machins. Mais dans le premier cas, on l'a souhaité et géré, et dans le deuxième cas, on se le prend sur la figure sans l'avoir désiré. Donc la pauvreté, c'est une limitation subie, la sobriété, c'est une limitation désirée. Notre cerveau primitif, soit dit en passant, est câblé de telle sorte que le premier, c'est vachement dur à mettre en œuvre. Mais bon. Dit autrement, tous les économistes de la Terre se disent « Attendez, bougez pas, on va tourner le potentiomètre, des prélèvements obligatoires, du machin, des droits de douane, etc. et le PIB reviendra. » Donc ils sont à côté de la plaque. La bonne question, c'est si le PIB ne revient pas, comment est-ce que j'organise mon système au mieux et comment je minimise le sentiment d'injustice, comment j'optimise au mieux la répartition de la population sur le territoire, comment je prends soin au mieux des gens qui vont le plus trinquer dans cette affaire, etc. Alors ça, c'est un champ de recherche totalement vierge. Et à mon avis, c'est un champ de recherche qui est absolument essentiel pour qu'on ait un tableau de bord pour être capable de piloter la descente exactement comme on a eu un tableau de bord pour piloter la montée. Vous avez également une catégorie dans laquelle une partie d'entre vous tomberont malheureusement, qui est de faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, donc il y a un autre truc sur lequel il va falloir être vigilant, et quand vous sortirez de formation, vous n'aurez pas nécessairement les moyens de l'être, c'est d'éviter d'être mis au service de gens qui vont vous demander de faire du greenwashing. Et j'insiste, quand vous sortirez de formation, ça ne sera pas nécessairement trivial d'éviter les pièges.